Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie, on va l'accueillir ensemble, qui va nous expliquer effectivement de quoi elle a envie de nous parler, quelle va être son intention. Et puis je vous rappelle aussi que ce que je pense qui est intéressant dans un accompagnement coaching, comme je vais le faire, alors dans un laps de temps relativement court, on est bien d'accord, mais euh, c'est en tout cas, dans mon expérience, je me rends compte combien les questions que je peux poser, les prises de conscience de la personne que j'accompagne en direct peuvent faire écho chez vous. Okay, alors, juste une petite mise en garde pour démarrer avant que je puisse accueillir Amélie. Je vous invite vraiment à noter ce qui est important pour vous. Amélie va à un moment donné, comme dans tout accompagnement, dans toute session de coaching, poser des questions. L'idée, c'est pas de lui indiquer dans le chat en commentaire, ah, mais fais ceci, ceci et cela. Et c'est pas anodin d'amener ça parce que c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire régulièrement quand on a des proches concernés par une difficulté, de leur dire ce qu'ils ont à faire, nos idées, etc. Et ils n'ont peut-être pas envie de ça, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés. Et donc, c'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire avec Amélie, que j'accueille là tout de suite. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci pour ta confiance. Parce que c'est pas forcément évident. C'est une expérience, elle peut être sympa, mais voilà, graine de courage. Hein, tu connais le modèle des 5 graines, graine de courage, que de venir exprimer ce qui t'appartient pour le moment dans ce groupe. Donc, merci pour ta confiance et voilà, parce que c'est quelque chose que j'apprécie et dont je suis tout à fait certaine que notre public va apprécier également. Euh, Avant de rentrer, entre guillemets, dans le vif du sujet et te questionner sur ce qui t'amène à demander une séance, j'avais juste envie de te demander, est-ce que tu as besoin d'un temps pour te centrer, pour te poser, ou est-ce qu'on peut y aller directement? Donc, je pense que ça va aller, je suis prête. Tu peux aller, tu es prête? Ok, magnifique. Alors, ce que je te propose, c'est de m'expliquer en quelques mots. Je n'ai pas besoin de tous les détails, hein. J'ai besoin de Mhm. comprendre ce que tu vis et quel est ton besoin pendant cette session. Donc, en quelques mots, ben, qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde et quel est ton besoin et ton attente par rapport à ça? D'accord. Alors, aujourd'hui, la question principale à laquelle je voulais répondre, c'était comment je peux reprendre confiance en moi et ne pas me laisser enfermer dans la case fragile, entre guillemets, ou trop anxieuse. Parce que j'ai presque 40 ans et aujourd'hui, je sens que je ne me suis plus à ma place professionnellement. Donc, j'ai entamé un travail sur moi-même et qui m'amène voilà, vers une voie complètement différente. Je suis sur le chemin, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de barrières que je vais me mettre moi-même, un peu par peur, un peu par pudeur, parce que longtemps, en fait, je me disais, bah, t'es trop stressée, t'es trop speed, t'es trop anxieuse, tu veux toujours tout faire en même temps. Et en fait, quand je ressentais des symptômes, le corps qui parle en fait par rapport au stress, dans les périodes de forte intensité, bah, je mettais un mouchoir dessus, je les écoutais pas et je me cachais derrière le fait que je suis une personne anxieuse. Voilà. Et ce qui m'a amené évidemment à, euh, à un burn-out professionnel et puis bah, vivre tout ce qui en découle dans la vie personnelle. Donc voilà. Mhm. Et voilà, j'ai compris ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé par moi-même toute seule, voilà, par le biais de podcasts, de livres, voilà, de vidéos inspirantes. J'ai compris plusieurs choses par moi-même, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de symptômes en fait. Hein,
je suis en train de me reconstruire, on va dire, et je sens que de me relancer dans un nouveau projet professionnel pourrait impulser vraiment un nouveau moi. Et en même temps, je veux pas mettre tous mes œufs dans ma vie professionnelle parce que c'est quelque chose que je faisais régulièrement. En fait, je me lançais à 100, 200% dans un projet et j'oubliais totalement les autres sphères de ma vie et jusqu'à m'oublier moi-même en fait. Je m'occupais de mes enfants, de mon mari, de ma famille, de ma maison, du travail et puis moi je me repose et je me nourris quand vraiment c'est indispensable. Merci, merci Amélie. Donc je vais reformuler ce qui me parle, ce qui vient. J'entends ta demande de reprendre confiance en toi et en parallèle, une part de toi qui associe le fait que tu sois fragile. Et puis j'ai entendu le mot anxieuse est revenu assez souvent. Et ce que j'ai entendu aussi, me semble-t-il, c'est que le côté anxieux, c'est comme s'il avait servi à expliquer certaines choses et comme il est associé à trop, je ne dis pas que ça n'était pas quelque chose à écouter, mais plutôt quelque chose de culpabilisant. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je reformule, mais c'est ce qui me vient. Oui, culpabilisant, voire honteux même. Ok. Donc, le culpabilisant et le honteux vient du trop et de cette idée que tu es, enfin en tout cas de cette étiquette anxieuse, c'est ça? Oui. Dis-moi un petit peu cette étiquette anxieuse, je vais l'appeler étiquette pour le moment, et peut-être que ça n'est pas le bon mot, mais en tout cas c'est ce qui me vient. Et si ça n'est pas le bon mot, n'hésite pas à revenir sur ça par la suite, mais cette étiquette anxieuse, d'où elle sort? C'est par exemple des collègues de travail ou des chefs de service, qui auraient pu me dire oh mais t'en fais trop, t'es trop stressé, t'es une éponge, voilà. Et puis c'est aussi tout ce que moi je peux ressentir à l'intérieur de moi que j'ai toujours essayé de canaliser, on va dire, pour tenir. Et en fait, c'est vrai que ça m'aidait. Par exemple, je mettais en place de la cohérence cardiaque, de la méditation, voilà, en allant au travail le matin, dans la voiture, sur les temps de pause de midi, et ça m'aidait à tenir dans ma journée. Mais au final, alors oui, c'est vrai, j'ai tenu, mais ça n'a pas réglé mon problème. Voilà, le burn-in, en fait, voilà, j'étais dans la phase de burn-in pendant longtemps et j'étais dans ce déni-là pendant très longtemps. Oh, j'entends. Juste ce qui me vient spontanément, c'est venu comme ça. C'est j'entends le trop, j'entends le côté éponge, l'intensité. Ça, c'est vraiment lié à la haute sensibilité. On se comprend bien. J'entends que tu as mis des mots aussi sur ce qui t'a amené dans le burn-out, dans cette façon de mettre en place certaines choses, mais manifestement pas de t'écouter suffisamment, entre autres parce que tu le dis, de la culpabilité, de la honte, et on va repasser par ça après. Mais je m'interroge sur le terme anxieux. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a mis le terme anxieux ou que tu as pris le terme anxieux, tu vois? C'est qu'à un moment donné, je faisais des crises d'angoisse, des crises de panique. Voilà, j'ai même fait des malaises au travail. Donc, c'est pour ça que le médecin me disait, oui, c'est le stress, madame, vous êtes trop anxieuse, il faut vous reposer. Mais ok, mais on fait comment pour se reposer? C'est pas possible. Moi, je travaille, je suis maman, on vit à 100 à l'heure, donc voire à 200 à l'heure, donc j'avais pas le temps de me reposer. Donc c'est un classique du burn-out, c'est pour ça qu'on glisse dedans, entre autres, pas que. C'est très multifactoriel, mais ok. Mais donc j'entends le côté anxieux. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été anxieuse toute ta vie? Pas spécialement, parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez autonome. On va dire que par mon histoire de vie, j'ai beaucoup fait les choses par moi-même.
j'ai toujours voulu aller de l'avant et puis faire quelque chose de complètement différent de ce que j'ai pu vivre quand j'étais enfant ou mes parents vivaient quand moi j'étais enfant. Donc, et c'est vrai que je me rends compte que j'avais tendance à ne pas savoir quand demander de l'aide ou ne pas savoir le faire en fait. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de personnes, juste de mes proches, en fait, les personnes les plus importantes. Enfin, je réponds peut-être pas trop à la question, mais... Non, mais moi, je vais là où on va. Hein. Je n'ai pas de souci avec ça. OK. Alors, je vais revenir parce que sinon, on va partir, mais je vais revenir à la demande. Hein. Donc, je reformule comment reprendre confiance en moi. Et j'entends ces cases anxieuses, le trop qui revient. J'entends la culpabilité, le fait, même parfois le fait d'être honteuse. Je vois aussi le chemin que tu as déjà fait de compréhension par rapport à qui tu es. Ce que j'aimerais savoir, comment ça se traduirait pour toi, reprendre confiance en toi? Reprendre confiance en moi, ça voudrait dire que je me sens à ma place, professionnellement, mais aussi personnellement, voilà, parmi les miens, parmi mes proches. Voilà, que je me sens épanouie, que j'ai réussi à retrouver de la joie et de la légèreté, surtout dans mon quotidien. Voilà. Et c'est surtout cette joie-là en fait qui m'anime aujourd'hui. J'ai envie de mettre vraiment beaucoup plus de joie et de légèreté dans mon quotidien. Je veux plus me stresser pour courir pour tout et que tout soit important, tout soit grave, tout soit impératif. Voilà. Et anxiogène. Voilà. Du coup, quand c'est lourd. OK. Donc moi, ce que j'entends, Amélie, c'est plusieurs choses dans ce que tu associes à reprendre confiance en soi. Donc, de belles choses, hein, te sentir à ta place, épanouie. Et ça, c'est probablement une intention et un objectif à atteindre. Par contre, sur la séance d'aujourd'hui, c'est sûr que je n'ai pas une baguette magique. Je pense que je serais très, très riche si j'avais la baguette magique et la possibilité de changer les choses comme ça. Et je voudrais bien, hein, même si je n'étais pas riche d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de te proposer, c'est comment on fait pour, et dis-moi si ça te convient, comment tu peux remettre de la joie et de la légèreté dans ta vie aujourd'hui pour avancer vers ça? Ça fait écho, ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? Il y a de l'émotion qui vient parce que c'est vrai que ces derniers mois, voire ces dernières années, j'ai eu l'impression de ne plus être moi-même en fait. Et je me dis, voilà, j'ai besoin de ça. J'ai toujours été joyeuse, toujours été souriante, mais il y a quelque chose qui a été un peu cassé, un peu abîmé. Et j'avais voilà, c'est vrai que je me reconnaissais plus et mes proches non plus d'ailleurs. Et je sens en fait que ça revient petit à petit, mais c'est un chemin assez long quand même. Et parfois ça me fait même peur. Je me dis mais est-ce que vraiment je vais arriver à retrouver cette légèreté, même cette spontanéité, parce que j'étais quelqu'un de très spontané avant. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta spontanéité, tu sais? Je pense que c'est parce que je me suis beaucoup oubliée pour faire plaisir aux autres en fait et pour rentrer dans les cases, notamment au travail quoi. Parce que il faut donner cette image-là et finalement au travail je m'aperçois que je me suis effacée quoi. Oui. Oui, graine de courage, hein, dans sa version dormante, tu ne t'exprimes plus. Tu t'exprimes plus dans qui tu es, dans ton authenticité. Dans sa version dormante, tu t'enfermes à force de rentrer dans le moule, on devient tarte. Hein, c'est une expression qui fait sourire, mais qui n'est pas drôle en fait, quand on la vit. Et donc, ça suppose de repasser par la graine de sagesse, dans mon modèle des 5 graines pour les personnes qui nous écoutent. Ça suppose de remettre de la conscience, en tout cas, sur
sur cette graine de sagesse. Et moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce qui pourrait bien se passer si tu t'autorisais au travail ou ailleurs à être toi-même dans ton authenticité et d'arrêter de rentrer dans ce moule? Bah, c'est le rejet, c'est dire, bah, oui, c'est ça, c'est le rejet, en fait. Mais au final, je me dis, ben, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça veut dire que je vais finir par m'entourer et attirer les personnes qui me ressemblent ou avec lesquelles je pourrais me sentir plus à ma place. Et Ouais. est-ce que c'est vraiment du rejet? Tu l'as testé? Est-ce qu'il y a des expériences de rejet que tu as vécues? Ben, ça dépend de l'environnement. Voilà, parce qu'il y a eu j'ai eu des postes où vraiment j'étais très autonome sur mon poste et en même temps on était une équipe et en fait on se tirait toutes vers le haut. C'était vraiment très bienveillant et pourtant il y avait beaucoup de stress, une charge de travail assez intense. Et d'ailleurs je fais plus partie de ce travail-là, mais on est resté très copines avec mes collègues et mais voilà, oui, vraiment, ça dépend de l'environnement et des personnes qui nous entourent, 7 ou 8 heures par jour, quoi. On est bien d'accord. Mais donc, ce que j'entends, c'est que tu as vécu dans des environnements dans lesquels tu as pu t'autoriser à être toi et c'était très boostant. Oui. Mmh. Mmh. D'accord. Et est-ce que c'était nécessairement des personnes, parce qu'on est dans une communauté de personnes concernées par le haut potentiel et la haute sensibilité, est-ce que c'était nécessairement des personnes qui étaient concernées dans ton équipe ou pas forcément? Sur les 5 personnes, il y en a 2, je pense elles sont concernées, oui. Et est-ce que tu penses qu'il y en a qui ne l'étaient pas ou tu ne sais pas? Il y en a qui ne l'étaient pas, je pense. Voilà. Mais donc, c'est intéressant parce que ce que j'entends, c'est que, et j'en profite en l'occurrence pour les personnes qui nous écoutent, c'est de montrer que ça n'est pas nécessairement un environnement au potentiel ou hypersensible qui est nécessaire, mais il y a un écosystème qui fait qu'il y a un équilibre. Et c'est ça qui est intéressant également. OK. Euh, et quand tu parles, alors, quand tu es rejeté, ça se passe comment? Bah, je sais pas trop comment l'exprimer. En fait, c'est plus du ressenti. C'est jamais très frontal. OK. Voilà. Et au final, c'est quelque chose que je vais ressentir et que je vais prendre, voilà, mais sans vraiment pouvoir l'expliquer. Je ressens que la personne met des barrières ou lève les yeux au ciel. Ou, enfin, c'est très. Ou ça peut être aussi dans son expression, dans son visage, dans ses yeux. Et, euh, et puis voilà, parfois je peux faire abstraction, mais quand on est là toute la journée avec les mêmes personnes, c'est compliqué parce que moi je prends ça de plein fouet en fait. Ouais. Et j'arrive pas à me sortir de là. J'ai beau me dire bon allez, euh, voilà, c'est juste la collègue, c'est juste le travail. Au bout d'un moment, ça prend toute la place. D'accord, j'entends bien et je comprends tout à fait ça, hein, que ça prenne beaucoup d'espace. Puis tu me parles aussi de ton ressenti. C'est juste que je pense intéressant au niveau de la clarification avant de repartir sur la légèreté, de voir est-ce que ton ressenti est le fait de tu sais, parfois, bah, on n'accroche pas, enfin, je te parle de mon expérience, mais moi, j'ai même l'impression d'adopter et je me vois adopter des stratégies, même parfois de clown, de tout ce que tu veux, parce que je suis très bonne là-dedans pour créer du lien et ça ne marche pas. Mmh. Ça, j'ai l'impression que ça glisse devant moi, tu vois, ce qui n'est pas agréable. Et puis, il y a des fois, effectivement, où tu peux te sentir rejeté, repoussé. Tu fais la différence entre les deux dans les expériences que tu as vécues? Oui. Et là, pour le coup, je dirais que, en fait, je pense que je me suis suradaptée aux personnes avec qui je travaille parce que, en fait, en fonction de l'humeur du jour, on va dire, et ben, j'ai essayé d'adapter moi ma façon de m'exprimer par rapport à elle ou ma façon d'être.
ou d'organiser le travail, voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'arrivais même plus à le faire, ça, parce que j'avais besoin, j'avais l'impression que ça me pompait toute mon énergie vitale, Ah, mais quoi. c'est épuisant, c'est épuisant. Mm, Déjà, de tenir un rôle est épuisant. voilà, de tout sans cesse marcher un peu sur des œufs et puis s'adapter, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant, hein, cette prise de conscience que, alors effectivement, il y a l'environnement qui n'aide pas forcément, d'accord? Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'au sein de ton travail, il y a pu avoir des expériences qui étaient en fonction de l'environnement et du job. Il y a pu avoir des expériences plus légères que d'autres. Ok. Tout à fait, ouais. Et ce qui me semble comprendre aussi, c'est que ça n'est pas nécessairement la quantité de travail et même voir le stress généré par le travail qui a une incidence, mais plutôt le fait que tu doives ou que tu aies l'impression que c'est important que tu t'adaptes pour pouvoir rester en lien? J'ai posé probablement une question, mais oui, non, alors effectivement, c'est-à-dire que quand il y avait plus d'équilibre dans mon précédent poste, comme il y avait vraiment une charge du travail importante, en plus un côté financier, politique à prendre en compte sur des projets pour une collectivité. Et donc, mais en fait, cet équilibre-là, je l'avais parce qu'il y avait des moments de décompression avec les collègues, il y avait des moments où ben, il fallait donner un petit coup de collier et c'était pas un souci. Et souvent, la charge de travail était assez intense. C'était rare que la charge de travail ne le soit pas. Mais il y avait un équilibre et dans ma vie privée et dans ma vie pro. Alors que là, la dernière expérience, c'est ça, c'est que je pense que c'était complètement déséquilibré et que je ne trouvais plus du tout de sens ou rien ne me nourrissait, en fait, ne me permettait de faire abstraction de tout ça. Finalement, il fallait que je tienne, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça. Parce que la question du sens, elle est primordiale dans un burn-out. Et pas que dans un burn-out d'ailleurs, mais c'est quand tu fais autant d'efforts, y compris dans la suradaptation, ce qui ne peut jamais, hein, je m'adresse à toi, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, la suradaptation ne peut jamais fonctionner longtemps. Par contre, ce sont des stratégies qui peuvent être utiles. Ça m'arrive encore parfois parce que c'est plus facile, mais voilà, ça demande un temps de récupération. Et si on n'a pas ce temps de récupération, ce que tu as nommé aussi comme étant de l'équilibre, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Et si en plus tu es là-dedans sans que ça ait de sens, waouh, ça c'est effectivement l'explosion. Mais j'imagine que tu savais déjà ces aspects-là des choses. Je sais pas, je crois que je suis arrivée à un moment donné où je me disais, je comprenais plus du tout ce qui m'arrivait. En fait, j'agissais plutôt automatiquement et je faisais les choses automatiquement. J'avais l'impression que le temps n'en finissait pas et j'avais un rapport au temps qui était complètement désorganisé. Enfin, voilà, c'était, j'avais l'impression, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est vrai que c'était un ressenti spécial. Ouais. Et voilà. Oui, mais voilà, écoute, voilà. Je reviens, Amélie, à ton besoin de joie et de légèreté. Comment tu ressens la joie et la légèreté, toi? C'est quand voilà, mon visage parle de lui-même, mes yeux parlent d'eux-mêmes aussi. C'est beaucoup dans le ressenti, le cœur qui bat, les fourmis dans les mains, et puis surtout la sensation de légèreté au niveau de l'oppression thoracique dont j'ai beaucoup de mal à me débarrasser en fait. Donc, pour le moment, tu as encore de l'oppression, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que tu as pu identifier à quel moment elle arrive, cette oppression? Dès qu'il s'agit de prendre contact pour le travail ou avec certains collègues, ou même le chemin pour aller au travail, en fait. Rien que ça, c'est devenu presque une phobie, en fait.
Donc, Donc il y a une réactivation là d'un élément déclencheur du burn-out, c'est le travail. ouais, tout Et à fait. donc quand il y a la connexion, peu importe comment, au fait que le travail se rapproche de toi ou que tu dois, entre guillemets, «se rapprocher» du travail, ben, ça crée de l'oppression, voire même de l'angoisse. On parlait de l'angoisse tout à l'heure, c'est ça, hein? C'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça traduit vraiment ma situation, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie complètement bloquée et coincée. Et j'étais même plus en capacité de prendre des décisions, enfin de me dire bah qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là. C'était une page blanche et alors que j'ai toujours été quelqu'un qui organise tout, j'ai toujours été le pilier de la maison. Et puis enfin même je suis la personne qu'on appelle quand on a besoin d'un coup de main pour l'administratif, pour les événements, enfin même dans la vie privée. Donc mais là c'était vraiment page blanche. Donc Ouais. Bah, il y a probablement un rééquilibre à trouver, hein. Tu parlais tout à l'heure d'équilibre, ou en tout cas de remettre de la conscience dans ce qui est ton équilibre à toi, et de remettre de la conscience sur ce qui fait sens pour toi et ça prend du temps. Burn-out, c'est pas un truc chouk comme ça. On a J'aime bien utiliser, une métaphore par rapport à ça. Il est arrivé à un moment donné, c'est comme si, tu es dans une piscine, il y a de moins en moins d'eau. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu continues à nager dans le truc. Sauf qu'à un moment donné, tu as la pompe ou tu ne veux pas t'en rendre compte, c'est plutôt ça, hein, et j'en ai fait un, donc il y a vraiment pas d'intention de culpabilisation ou quoi que ce soit. On se rend pas compte quand on est là-dedans et puis à un moment donné, ben, la pompe, elle se désamorce parce que le niveau d'eau n'est plus là et que, bah, une pompe sans eau, elle peut pas fonctionner, quoi. Le risque, enfin d'abord, ça demande de réalimenter en eau, donc c'est le parallèle avec l'énergie, hein, et toute la question de la santé, et cetera et ça prend le temps qu'il faut. Un petit peu comme si on attendait que la piscine soit remplie par l'eau de pluie, bah, on ne sait pas quand il va pleuvoir, OK, ouais. voilà, pas vraiment le contrôle là-dessus et puis la pompe à un moment donné, elle va être réactivée parce qu'il y a de l'eau qui revient, mais le grand risque, c'est que quand on va reprendre encore on commence à se sentir mieux et on veut repartir dans le truc, hein, hop, de nouveau, bah, ça reconsomme de l'eau et le risque, c'est que la pompe se redésamorce, tu vois? Donc, enfin, moi, c'est une image que j'aime bien utiliser. Je sais pas jusqu'où elle te parle, hein, Et mais tout à fait, parce que j'en suis là vraiment dans la gestion de l'énergie. C'est quelque chose qui me reste. Alors je sens que ça remonte vraiment beaucoup, mais par rapport à ce que j'ai connu les mois précédents, mais ça reste assez fragile et mon corps me parle assez intensément quand j'en fais un peu trop, quoi. oui. Mais Alors le corps, le corps sait tout. Le corps, il est bien fait, même si notre tête, elle voudrait bien l'envoyer bouler. mmh, D'ailleurs, mais avant, je savais faire. Hem, mais avant, je sais pas ce que tu m'as dit, mais c'est souvent ce que j'entends, donc je sais pas jusqu'où ça te parle, mais ce que je trouve intéressant, c'est dans ce processus de transformation à travers le burn-out, c'est que le avant, c'était avant. Aujourd'hui, comment est-ce que tu sais récupérer toutes tes qualités, mais en étant plus dans cette conscience de toi? Pour ne pas que la pompe désamorce à nouveau, hein et l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher, comme tu l'as demandé, de la joie et de la légèreté et d'identifier à quel moment tu peux te reconnecter à la joie et à la légèreté, même si ce sont des petits moments, parce que ça, ce sont des indicateurs qui sont vraiment importants, et ça prend le temps que ça prend. et dans le respect des besoins, en fait, c'est ça. Je me Mmh, c'est disais, ça. mais en fait, avant, j'écoutais pas mes besoins. Je me disais: «Bah non, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde est stressé, tout le monde court, toutes les mamans savent de quoi on parle aujourd'hui». Donc mais non, c'était mettre un mouchoir sur le problème et ça n'a rien réglé. Ça m'a OK. permis de tenir plus longtemps, mais je me suis quand même Et brûlé puis les ailes. voilà, aujourd'hui, bah, tu apprends, hein, je vais te dire, c'est une expérience, on est plusieurs à être passés par là, mais donc Amélie, quand est-ce que tu reconnectes à la joie et à la légèreté pour le moment? Lors de mes moments en famille avec mes filles, avec mon mari, avec mes amies, mes copines, voilà, celles qui ont été présentes et même si elles ne comprenaient pas, elles sont restées auprès de moi et elles m'ont tendu la main et voilà. Parce que enfin, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont parties, quoi. Enfin,
parce que moi je me suis mise dans ma bulle et j'avais des choses à régler, mais comme je savais pas, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, mais j'ai eu besoin de m'isoler en fait pour comprendre ce qui m'arrivait, et bon, d'autres personnes n'ont pas forcément compris, et parce que pas l'habitude de me voir comme ça, et parce que ils avaient plutôt l'habitude que je sois là pour elles en fait, et donc voilà, là c'est moi qui avais besoin, mais moi je l'acceptais pas, et en même temps voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, hein. Savoir aider les autres, c'est pas forcément inné. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai perdu le fil du coup. Moi, je te demandais qu'est-ce qui te donnait de l'énergie, de la joie pour l'instant. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est le relationnel, c'est le lien. Et c'est le lien de personnes qui peuvent t'accueillir dans ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est que j'avais l'impression que j'avais besoin de personne. Et au final, je me suis aperçue que je pouvais pas m'en sortir toute seule. Et que le fait d'en parler, même si c'était difficile, voire douloureux au départ d'en parler, parce que j'avais un peu honte, j'avais l'impression d'être quelqu'un de faible, voilà. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a énormément de personnes, et puis il y a autant de burn-out que d'histoires, et aujourd'hui je m'en rends compte, hein, puis même par le biais de mes lectures, des podcasts ou des conférences que j'ai pu regarder. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus légitime dans ce que j'ai vécu, et j'ai même perdu beaucoup de temps à être dans le déni pendant des mois. C'est parti du chemin. Donc, ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'amène aujourd'hui de la légèreté et de la joie? Le fait de bouger, de sortir, d'aller marcher, des animaux aussi, j'ai 2 chats. Voilà, le fait de chanter, danser, même si je sais pas forcément chanter. Voilà, bouger, voilà, faire un peu la folle, quoi. Mais des donc, choses que je m'autorisais plus. Ouais, donc tu sais faire. Ce que j'entends, c'est que le grain de folie reprend un petit peu, est en train de maturer, hein, tu le cultives. Mais donc, dis-moi un petit peu, je sens que tu es sur cette voie de joie et de légèreté. Du coup, est-ce qu'on peut dire ça? Je valide avec toi? Je sens que je suis en train de basculer vers ça. Vraiment. Okay. Ouais. Okay. Et que ça a pris une place importante. Ouais, c'est une reconnexion, en fait, j'ai l'impression. On disait tout à l'heure la légitimité, en fait, ça fait tout. Le fait de se sentir légitime dans ce que j'ai vécu et traversé ces derniers mois, ça a été énorme, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, voilà, t'as le droit. Et t'as le droit d'être comme c'est, et t'as ton histoire. Et aujourd'hui, je peux même me dire que j'ai le droit aussi d'envisager le travail différemment. Okay. Alors, et de plus rentrer dans des cases, et voilà. Après, effectivement, il y a quand même l'aspect social qui, voilà, on est obligé plus ou moins de montrer une image, ou voilà, quand on est avec d'autres personnes ou en collectivité, voilà. Là, j'ai ce sentiment-là, ouais. Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu as besoin de montrer comme image qui ne corresponde pas à qui tu es? À quoi ça correspond? Je sais pas, j'ai peur de pas être prise au sérieux, en fait. Si tu montres, qu'est-ce que tu montrerais? Tu vas faire le clown toute la journée ou quoi? Non, pas du tout. Mais pour moi, on n'a pas besoin de se prendre au sérieux tout le temps, et de tirer la tête pour finalement être quelqu'un qui travaille sérieusement et qui travaille bien. On a le droit aussi d'apporter de l'humour, de la légèreté, et au contraire, ça fait du bien. Voilà, et de ne pas se prendre au sérieux, quoi. On est tous pareils. Mais moi, j'avais tendance à me sentir souvent inférieure aux autres. J'ai l'impression que les autres sont toujours mieux que moi, enfin mieux éduqués, plus intelligents, plus cultivés, plus
voilà, plus lumineux, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à me placer en dessous de l'autre. Et donc ça, tu as bien nommé en disant que c'était j'ai l'impression, donc ce n'est pas nécessairement vrai. OK. Mm. Et puis, on a toujours des gens qui sont plus certaines choses que nous, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des gens qui sont moins certaines choses que nous. Tu ne peux pas juste prendre le plus, hein, il faut prendre les deux. On est d'accord sur ça? Oui. Intellectuellement, du moins. Mais donc, c'est quoi le risque si tu t'autorises à être toi-même? Qu'est-ce que tu imagines qui pourrait se passer? J'ai entendu pas être prise au sérieux, mais Bah, au final, ouais, je sais pas, il n'y a rien de vraiment concret. Hein. C'est si on y réfléchit bien, il n'y a pas vraiment de risque. En tout cas, je pense que ça vaut Ça la plaît peine ou ça plaît d'essayer. pas, quoi. Oui, Ouais. voilà. Ah, parce que est-ce que tu t'es autorisé à certains moments, dans des moments précis, à être là-dedans? À être toi-même? Est-ce que tu as pu être toi-même, entre autres, dans Eh la ben, collectivité? je Ouais. le fais plus maintenant. OK. Avant, je me mettais des barrières toute seule. Je me disais, mais non, mais là, ça, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ça se fait pas. Et aujourd'hui, et en fait, avec le travail que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, je m'aperçois que maintenant, même si je rencontre quelqu'un de nouveau, ou je vais plus facilement oser certaines choses que avant, je me serais mordu la langue et je me serais mise en retrait. Et finalement, ben, je m'aperçois que bien souvent, ça ouvre aussi une porte avec l'autre. Donc oui. Voilà. C'est intéressant. Tu sais, quand je parle du grain de folie, pour moi, un des éléments, en tout cas, je me rends compte qu'à travers ma carrière, parce que je n'ai pas toujours travaillé en direct comme ça maintenant, j'ai été formatrice en entreprise, par exemple. Et c'est probablement là où j'ai pu remarquer que les moments où j'ai le plus impacté, c'est les moments où j'étais dans mon grain de folie. En m'acceptant moi-même, en faisant des trucs, une connerie, hein, mais tu sais que moi j'ai un problème de surdité, un problème d'ouïe, je porte des appareils auditifs. Donc moi, quand j'arrive dans un endroit où je dois donner une formation, enfin je n'en donne plus, mais à l'époque, une des premières choses que je dis, c'est voilà, je porte des appareils auditifs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les appareils, je vous entends. La mauvaise, c'est que si je ne vous regarde pas, mais en même temps, ça peut être très drôle, je ne sais pas qui me parle. Et donc, en fait, je leur dis, je sais que ça fait très scolaire, mais faites-moi signe parce que sinon, je vais chercher pendant un moment qui m'a parlé et je ne saurais pas ce qu'on m'a posé comme question. Ou je dis régulièrement, je sais que tu me parles, mais j'ai zéro idée de ce que tu me racontes parce que tu as la main en face de la bouche. Enfin, bref. Okay. J'ai un problème d'ouïe, je ne sais pas me l'enlever, il est là. Je veux dire, même si j'ai des appareils auditifs et je sais augmenter, je veux dire, ça demande quand même une adaptation avec l'autre. Et donc, dans mon expérience, une communication adaptée. Mais je le fais avec humour parce que je trouve ça plus facile. Et en fait, je n'ai jamais vécu, à aucun moment, oui, de temps en temps, tu as les gens qui commencent à faire les blagues en mimant, mais enfin voilà, tu vois. Au contraire, je me suis rendu compte combien ça pouvait créer du lien avec les gens. C'est le seul moment, j'aurais toujours dit, où tout le monde m'écoutait. Après, tu en as toujours un qui parle, machin, etc. Alors, il y a ça, mais il y a des tas d'autres choses, tu vois. Et je me rends compte combien parfois, justement, on peut créer la différence avec notre grain de folie, avec notre atypisme, avec qui on est, pour peu qu'on soit effectivement en relation et en lien avec l'autre, qui lui a peut-être besoin aussi d'exprimer son propre grain de folie et qui a aussi besoin d'être accepté dans qui il est, évidemment. Qu'est-ce que ça fait? J'ai repris une posture plus de... Ce qui me vient là, c'est que effectivement, moi, longtemps, j'ai eu besoin de passer inaperçu. J'avais besoin de me faire petite, j'avais besoin qu'on ne me remarque pas, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui a évolué, voilà, au fur et à mesure que j'ai grandi. Mais longtemps, c'est arrivé, et je pense que c'est quelque chose qui, encore, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas besoin de me montrer, voilà, je sais que j'ai des personnes, enfin, des collègues qui
que je connais, qui ont besoin de se montrer, mais dans tout, dans leur apparence, dans leur façon d'être, dans leur façon de s'exprimer, dans leur relationnel aussi avec l'autre, quelle que soit la personne. Alors que moi, je vais beaucoup m'adapter en fonction de la personne avec qui je vais me trouver. Voilà. Quel est l'intérêt de ça, en fait? Je me mets en fait je pense que je me mets à la hauteur de la personne avec qui je communique. Et après, par rapport au fait de se cacher, ouais, c'est ça. Je sais pas. Je me suis toujours fait toute petite. J'ai toujours eu besoin de passer inaperçue. Voilà. Si on pouvait éviter de me voir, si la prof pouvait éviter de m'interroger ou voilà. Oui, mais on va revenir à la honte et à la culpabilité parce que je l'ai là depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses, hein, donc j'essaye en peu de temps de revenir et c'est OK. Tu repartiras avec des éléments que tu retravailleras où tu peux les retravailler. Mais ce que je trouve chouette et intéressant en même temps, c'est quand tu émets l'intention d'être dans une posture, tu ne l'as pas dit comme ça, mais d'égal à égal avec l'autre. Oui. Et j'entends presque une allergie à ce que moi j'appelle des postures narcissiques. Et je comprends bien. Ça fait écho, tu vois, parfois. Mais ce que j'entends aussi quand tu te réadaptes à l'autre et que dans ton besoin d'être invisible, c'est que tu n'es pas dans une relation d'égal à égal. Tu vois? Et donc, c'est comme si, par rejet de cette posture narcissique, tu devenais transparente. Enfin, par opposition, par rejet. Jusqu'où ça parle, ça c'est ma théorie, c'est mon hypothèse. Et elle a peut-être pas de sens ici. Si, tout à fait. Je pense que je suis prête à m'effacer, en fait, ouais. Pour, au final, Et donc, ouais. On oublie, enfin, c'est pas qu'on oublie, mais je m'aperçois qu'en fait, le fait de travailler, de donner beaucoup d'énergie pour travailler, les résultats ne suffisent pas, en fait. Et oui, le fait de m'effacer, ça me dessert. Oui. En fait, il y a une vibration qui n'est pas là. C'est tout ce que tu as à l'intérieur, tout ce que tu pourrais montrer, tout ce que tu pourrais amener au monde, peu importe où, hein, dans l'entreprise, à tes amis, etc., puisque tu mets le couvercle dessus. J'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui veut s'éloigner du narcissisme, et j'entends bien, mais qui n'est pas encore très alignée entre je formule une hypothèse là, mais une hypothèse avec une question. Comment est-ce que tu peux garder ton humilité sans t'effacer? Oui, ça me parle, ça. Ouais, la simplicité, l'humilité, la légèreté, l'humanité. Voilà, c'est tout ça, mais c'est vrai que parfois certains environnements m'ont fait croire que je ne pouvais pas, que c'était des gros mots en fait, et que c'est le monde des bisounours. Écoute, alors je dépose et on n'a pas besoin d'aller là-dedans parce que je vais revenir à la culpabilité, la honte et puis à la légèreté, mais parce que c'était ça la demande, mais dans mon expérience et intuitivement, ce qui me vient, c'est probablement aller retravailler dans les espaces adéquats ce lien à des situations dans lesquelles tu as pu être confronté au narcissisme. À voir. On pourra en parler en off, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et tu m'as dit que ça te parlait, mais à creuser, hein, comment je répète parce que pour moi, il y a un levier là. Comment je peux garder mon humilité sans m'effacer. Et en fait, tu l'as nommé dans comment reprendre confiance en moi. Tu l'as dit dès le début, hein, me sentir à ma place. Et donc, moi, j'aurais plutôt envie de te suggérer comment tu peux occuper ta place. Et donc, te sentir à ta place sans pour autant être dans des stratégies narcissiques. Une fois de plus, c'est moi qui ai amené le narcissisme, mais tu m'as dit que ça te parlait. Donc, sans pour autant être dans des stratégies narcissiques et même dans des stratégies, point.
Je veux dire, c'est Oui. juste être toi, mais dans qui tu es et dans l'authenticité et même dans ton grain de folie. Après, oui, en société, il y a des endroits où je ne ferai pas ce que je fais à d'autres endroits parce que bon, peut-être qu'on s'en fiche, mais me faire passer pour une barge, tu vois, et encore, bon, voilà. Oui, il y a des endroits où je sens que non, c'est pas la peine de lâcher telle ou telle blague parce que ça va pas passer, tu vois. Puis il y en a d'autres où, bah, au contraire, ça crée du lien. Je pense que je pressens que tu es suffisamment intuitif que pour savoir où tu peux déposer ce genre de choses. Ah, mais ça demande une autorisation. Euh, comment tu te sens là? Légère. Ok, ok, donc la Ouais, légèreté, ça. ouais, le poids là qui s'est détendu. Ok, ok. Ça s'est ouvert, j'ai l'impression, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça s'est ouvert? Est-ce qu'il y a une prise de conscience particulière qui a permis cette ouverture? C'est le dernier élément, je crois. Le fait de m'effacer pour laisser la place aux autres et voilà, je crois que c'est ça l'élément qui a été déclencheur là. Ouais. Je suis pas surprise. J'en avais pas conscience du tout. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé jusqu'ici, mais ça, c'était pas encore venu. Ok, ok. Ben donc, j'ai l'impression, puisque tu parles de légèreté, ben, que là, il y a un pas qui peut s'enclencher, un travail à continuer. J'aimerais encore apporter un petit éclairage sur la culpabilisation et la honte, mais en dehors de cet éclairage, est-ce que pour toi, on a atteint l'objectif de la séance ou est-ce que tu aurais encore besoin de pistes pour pouvoir avancer vers de la légèreté et de la joie? Non, là déjà, je pense que j'ai de quoi faire. Ok. Et je pense que je vais avoir besoin d'un petit temps de digestion pour Oui. recouper aussi avec tout le travail que j'ai fait jusqu'ici et ça va se mettre en place. Oui. Ben déjà, mettre de la conscience sur les moments où effectivement, tu t'effaces par rapport à une croyance ou à ce qu'on vient d'aborder. Déjà, mettre de la Oui, conscience là-dessus, c'est oui. déjà te donner la possibilité de transformer les choses. Euh, et moi, j'ai entendu qu'on a parlé quand même pas mal, tu as amené la honte. Je Mm. voulais nommer ça. Est-ce que tu fais la différence entre la culpabilité et la honte? Est-ce que c'est très clair pour toi ou bof? Bah, la culpabilité, pour moi, c'était surtout vis-à-vis de mes proches, parce que j'avais l'impression que je devais toujours être très forte, toujours être très solide pour elles, enfin pour mes filles hein, notamment. Et en fait, ouais, j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité à un moment donné de ne pas pouvoir être la maman que j'avais envie d'être pour elles. Et voilà. Après, pour la honte, ben en fait, je trouve que c'est assez humiliant de vivre des périodes comme ça, parce que c'est le regard des autres hein, qui est compliqué parce que tout le monde traverse des phases douloureuses dans sa vie et surtout quand on les enchaîne, c'est compliqué, c'est dur à gérer entre guillemets. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et puis il y a d'autres choses où on se dit ben là je peux rien faire, il faut que je laisse passer le temps. Et ça c'est compliqué de pas pouvoir agir en fait. Alors, ce sont des thématiques qui reviennent régulièrement et en général, on met plus facilement le doigt sur la culpabilité ou en tout cas, les gens expriment, dans mon expérience, plus facilement la culpabilité. La culpabilité, c'est associé à ce que je n'ai pas fait ou fait, qui ferait que l'autre se sentirait pas bien, n'aurait pas pu, etc. Et donc, en fait, le travail à faire par rapport à la culpabilité, c'est revenir à ta propre responsabilité. C'est à quoi tu t'engages, à quoi tu t'es engagé, à quoi tu t'engages avec tes enfants, et jusqu'où tu es d'accord de t'engager. Et ça parle aussi de besoins et de limites et d'expression.
Oui. Ah, Et c'est tout un travail, hein, je veux dire, ouais. parce que revenir à ses propres besoins et non pas ce qu'on pense qui sont nos besoins et qu'on a essayé de nous apprendre qui étaient nos besoins ou des besoins qu'on ne devait pas avoir, surtout quand on découvre qu'on est concerné par le haut potentiel et ou la haute sensibilité, peu importe la singularité, c'est tout un travail de fond à faire. Okay. La culpabilité, c'est ça. Revenir à ta responsabilité te permet de sortir de ta culpabilité. La honte, c'est plus insidieux parce que effectivement, tu l'as très bien nommé, tu sais déjà que la honte, c'est une question de regard. Okay. Et en fait, la honte vient de l'enfance et l'idée, ça n'est pas de renvoyer quoi que ce soit, c'est comme ça fait partie de notre apprentissage, parce qu'on a tous vécu de la honte à un moment ou à un autre, mais on n'a pas été regardé comme étant quelqu'un de digne et probablement à plusieurs reprises, ok, comme étant quelqu'un de digne d'être aimé dans ce que nous sommes. Donc, je fais l'hypothèse que, entre autres, ton grain de folie n'est pas toujours assumé dans des endroits où il n'y a pas suffisamment de sécurité, parce que tu as peut-être entendu un message étant enfant que non, non, c'est pas bien, il faut être comme ça, et que on a plutôt eu tendance, je ne sais pas qui est et je n'ai pas besoin de savoir, mais il se pourrait, je fais cette hypothèse, que dans ton éducation, il n'y ait pas eu énormément de place pour ça, et en tout cas pas pour l'extérieur. Je ne sais pas si ça parle, ça. Complètement. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la sécurité, on va dire. Voilà, ok. Mais donc la honte, elle vient vraiment de messages contraignants, souvent depuis l'enfance, que c'est pas bien, et tu l'as nommé, hein, le côté humiliant. Et ça peut parfois être sur des anecdotes, enfin, des choses que d'autres verraient comme des anecdotes, mais toi qui t'ont super blessé en tant qu'enfant, et on continue à porter ça. Et donc, il y a vraiment tout le travail, et ça, c'est le travail de l'estime de soi, c'est de se donner de la valeur dans qui nous sommes, y compris dans notre atypisme. Et c'est loin d'être anodin, c'est pour ça que je le nomme et que je prends le temps de le nommer, même si on va au-delà de ta demande d'aujourd'hui pour que le public puisse l'entendre aussi. Le fait de repasser par la honte, de refaire un travail par la honte, de s'autoriser à être nous-mêmes, le grain de folie, c'est ça en fait. Quand tu le cultives, c'est petit à petit montrer des facettes de toi que tu n'aurais peut-être pas osé montrer dans des endroits suffisamment sécures, ok, parce que ça, c'est vraiment important pour maintenir ça, et te rendre compte que finalement, ça plaît à des tas de personnes, cette histoire-là. Et que même si tu ne fonctionnes pas comme toute une série de personnes, ou tu fonctionnes en dehors des conventions, ça peut être très, très chouette. Et donc, il y a un changement de regard. C'est vraiment tout un travail. Alors, moi, perso, c'est un travail que j'ai fait en thérapie pendant pas mal d'années. Donc, je le nomme aussi parce que, voilà, je trouve que c'est important. Que ma communauté m'a aidé à faire aussi, parce que quand je déconne et que je fais des trucs et que tout le monde se marre, je me dis, oh, voilà, je peux m'autoriser à le faire, tu vois. Et donc, merci pour ça, personnes qui nous écoutent, parce que ça m'a aussi aidé dans ce chemin-là. Mais c'est vraiment la question du regard. Et la honte, elle a ça d'insidieux, c'est qu'on est en fréquence très, très basse, et que, comme c'est honteux, on n'ose pas l'exprimer. Et une façon de sortir de la honte, c'est de commencer à rentrer dans la lumière. Alors, rentrer dans la lumière, pas sur scène avec les grands spots, hein, dans la métaphore, et petit à petit, oser dire des choses. Et c'est extraordinairement porteur quand on le fait dans un lieu sécurisant. J'insiste, dans un lieu sécurisant. Ouais. Et j'ai le sentiment, en t'entendant, que c'est ce que tu commences à faire. Oui, j'essaye de tenter des nouvelles choses aussi. Ouais, mais voilà. Ouais. Et c'est des expériences, ça plaît pas dans tel environnement, machin, comment je me suis sentie, etc. Et pour revenir à la légèreté et clôturer là-dessus, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, et toi en premier, puisqu'on est à deux sur cette thématique, de ressentir tous ces moments, peut-être même de les noter, de les ancrer, où tu as ressenti de la légèreté ou de la joie dans des choses que tu ne te serais pas autorisé avant. Ouais. Pas autorisé à faire, culpabilité, pas autorisé à montrer, honte. Oui. Parce que l'inverse de la honte, c'est la fierté. Et donc, ces petits moments de fierté, yeah, j'ai fait ça, je n'aurais pas. C'est parfois des conneries. Mais en fait, ce n'est pas des conneries.
c'est un chemin de petits poussets. Petit à petit, ben, je m'autorise certaines petites choses que je ne me serais pas autorisées. Bon, petite victoire et je peux être fière. Comment, tu n'es pas obligé de tout prendre. Hein. Moi, là, j'ai été dans quelque chose de plus, entre guillemets, didactique. Donc, je suis sortie de ma casquette de coach. Mais en quoi ça fait écho ou pas chez toi? Oui, c'est ça, petit à petit, vraiment, c'est comme ça que je vois les choses. En fait, je m'autorise aujourd'hui à tester des choses et à me tromper. Ben oui. Parce que j'avais beaucoup de mal avec ça aussi, un côté un peu perfectionniste qui fait que voilà, c'est compliqué de se tromper. Ouais. Est-ce que tu peux utiliser ou est-ce que je peux t'inviter à remplacer le mot se tromper par expérimenter? Oui, c'est plus positif. Ben, quand tu apprends à marcher, moi je ne me souviens plus parce que ça fait longtemps, mais quand tu vois un enfant qui apprend à marcher, il expérimente. Ouais. Quand il tombe, il ne Oui. se trompe pas. Il fait l'expérience que ce n'était pas la bonne manière pour marcher. Et donc, il va trouver autre chose. Il apprend. C'est ça. Et alors, mon rôle de maman m'aide beaucoup là-dedans parce qu'en fait, tout ce que j'essaie d'apporter à mes enfants pour qu'ils n'aient pas tout à fait les mêmes problématiques que moi, me donne aussi beaucoup d'astuces en fait pour moi-même. Donc parfois je me dis ah tiens et finalement je réajuste aussi moi ma posture en aidant mes enfants. Ouais. Donc oui c'est vraiment ça. Ok. Cool. Alors, je vais proposer de boucler ici. Hein. On a fait de... Voilà, parfois c'est comme ça. Je ne sais pas toujours straight to the point. Ici, on a navigué. On est allé chercher toute une série de choses. Donc, moi, j'ai envie de te demander là, maintenant, dans le moment présent, au moment où je te parle, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu te sens? Il y a de l'énergie. Je sens une énergie dans mon ventre là. Et un bien-être en fait parce que je me dis que il y a tout un chemin qui a été fait et je suis en train d'avancer vraiment et je crois que notre entretien confirme que tout ce que j'ai fait fonctionne et puis il y a encore du travail mais je suis sur le bon chemin là et je suis pas si fragile. Au contraire. Oh que non, oh que non. J'ai le sentiment qu'il y a une part de toi qui est rassurée, en tout cas. Oui, il y a comme un soulagement, hein, vraiment. Ok. Merci pour ta confiance. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!